Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Adi Koudry. Ces dernières années, j'ai travaillé, j'avais cofondé ma société Sinotéi, à travers laquelle j'ai pu effectivement mettre à profit toutes les compétences que j'avais pu acquérir précédemment dans pas mal de sociétés, de grands comptes. Donc voilà, ce que je vais présenter ici, c'est un peu le résultat finalement de mon expérience, mon retour d'expérience à travers ces différentes années. Donc à savoir que ça fait pas mal de temps que je travaille sur les microservices, quasiment 10 ans, à partir du moment où j'avais commencé effectivement un projet qui s'appelle Ecolab, donc qui repose entièrement justement sur des architectures à base de microservices. Et j'ai pu un peu justement être confronté à toutes les problématiques que ça peut poser. Et c'est ce que je vais vous présenter là. Donc ça va vous donner une vue d'ensemble des microservices, de ce que ça peut apporter comme avantage, mais aussi des limitations qu'il faut connaître. Et ça, effectivement, quand on ne les connaît pas au début, ça peut être un gros frein. Donc, on va axer plutôt la présentation sur des concepts. Je ne rentre pas dans le détail technique, hein, en 2 heures, évidemment, on n'a pas le temps. Mais c'est vous présenter des concepts de manière à ce que vous puissiez prendre par la suite, vous puissiez rentrer plus facilement en fait dans tous les frameworks que je vais présenter. Alors, comme pour le séminaire précédent, je vais utiliser un petit exemple d'application fil rouge. D'accord? Donc là, on se dit qu'on va développer un système de gestion de contenu multimédia, donc qui va permettre à des utilisateurs d'emprunter des contenus multimédia, d'emprunter, de faire acheter, etc. Un administrateur de gérer les contenus multimédia, etc. Alors, classiquement, on va faire effectivement une analyse du besoin, comme j'ai pu un peu présenter lors du dernier séminaire. On va donc identifier les cas d'usage de notre système, et puis à travers une analyse, donc à travers un travail d'analyse, de conception et de réalisation, on va aboutir à effectivement l'implémentation d'un système qui va fournir plusieurs interfaces à nos utilisateurs. Donc des interfaces qui vont leur permettre de s'authentifier, d'emprunter des livres par exemple, d'emprunter des films, etc. etc. Ici, c'est vraiment un gros système à la fin qu'on va obtenir et qui va gérer différentes préoccupations. Donc des préoccupations métiers, mais aussi des préoccupations transverses. Et donc le système ici, finalement, a implémenté l'ensemble de ces préoccupations, donc fournir des solutions à l'ensemble de ces préoccupations. Donc on va effectivement avoir des parties pour la gestion des livres, des parties pour la gestion des films, une partie pour l'authentification, des parties pour la sécurité, les performances, la résilience. Ce schéma est loin de la réalité, hein, parce que là on a l'impression qu'on a des sous-systèmes avec des périmètres très clairs. Bon, dans la réalité, c'est pas du tout ça, hein. On a plutôt un boulgui-boulga de plein de fonctions qui s'échangent plein de données partout, et des architectures plutôt complexes et difficiles à maintenir. Ça, c'est plutôt la réalité aujourd'hui. Donc tous ceux qui ont fait du développement logiciel le savent. On va avoir une application qui va être dotée de beaucoup de fonctionnalités, mais toutes seront regroupées en un seul exécutable logique. Alors on va avoir un système, une application monolithique dans lequel effectivement on va avoir plein de codes et des mélanges de préoccupations. Et surtout, on va avoir un système qui va évoluer dans le temps. Donc c'est un système dont les besoins et le périmètre fonctionnel va évoluer dans le temps, va grossir. Donc on peut avoir une image, une vision claire au début, mais au bout de 20 ans de cycle de vie, on peut arriver à une situation où le système s'est élargi en fait sur différents aspects et les nouveaux entrants peuvent avoir du mal à rentrer dans l'architecture. D'accord ? Donc effectivement, dans le cycle de vie de notre application, il y a des gens qui seront là au début, qui vont partir, d'autres qui vont arriver, etc. Et donc, on va avoir du mal aussi à maintenir une vision claire du système. Et ça également, ça s'est vu beaucoup. Voilà. Personnellement, j'en ai fait beaucoup l'expérience. Donc dans toutes les sociétés par lesquelles je suis passé, j'ai souvent rencontré ce type de problème
où moi j'arrivais sur un système qui était développé depuis 20 ans. Et donc pour obtenir l'information, déjà rentrer dans le système, avoir une vision claire de ce que le système fait, des différentes préoccupations, des différents sous-systèmes, ça peut être très compliqué. Tout est amené à changer. Ça veut dire que les usages vont changer, les compétences changent, les standards évoluent, les technologies évoluent, etc. Et tout ça, il faut pouvoir le gérer de manière assez flexible. Et donc le système, lui, il va grossir, grossir, grossir. Il va y avoir donc pas mal de gens qui vont intervenir, qui vont partir, donc avec leurs connaissances, etc. Et progressivement, on s'aperçoit, et là c'est pareil, c'est pas moi qui le dis, hein, il y a beaucoup d'études qui le disent, ça va mettre un gros coup sur la réactivité du système. D'accord? Plus le système va grossir, moins il sera réactif et moins on aura de visibilité sur ce qui se passe. Donc moins il sera facile à maintenir. Alors il y a d'autres problèmes qui sont posés aussi par les applications monolithiques, donc que je vais mentionner ici. Alors on a des problèmes notamment en termes d'évolutivité. D'accord? Alors pourquoi? Ça veut dire que tant qu'on voit le système comme un bloc monolithique, effectivement si j'élargis finalement le périmètre fonctionnel d'un sous-système, donc c'est ce sous-système-là en particulier que je mets à jour. Mais quand je vais redéployer une nouvelle version, c'est l'ensemble de l'application que je vais devoir reconfigurer et recompiler et redéployer. Le changement, ça a un coût aussi énorme. Et donc ça crée aussi des goulets d'étranglement. C'est-à-dire que là, effectivement, donc, du point de vue gestion du cycle de vie, si je fais le changement dans n'importe laquelle de ces boîtes, c'est tout le système que je change. Et ça a un coût. Alors, par le passé, mais c'est encore aussi le cas aujourd'hui en réalité, on évite effectivement de faire évoluer trop souvent le périmètre fonctionnel d'un système, parce que derrière, ça a un coût en termes de production et de déploiement. Alors, sur les autres problèmes qu'on peut rencontrer avec les architectures monolithiques, on a la gestion de la pile technologique. Alors effectivement, quand on développe une application comme ça de type monolithique, généralement, on est monotechnologie. C'est-à-dire qu'on va choisir une technologie, enfin la technologie du moment, par exemple Java, Rust, donc pour ce qu'ils apportent, donc en termes de syntaxe, de cours d'apprentissage, mais aussi des librairies que ces technologies fournissent. On va faire un compromis qui satisfait finalement les besoins de chaque sous-système. Mais peut-être qu'on peut se dire que la meilleure technologie, par exemple, pour implémenter la gestion des livres, ça va être Java. Puis la meilleure technologie pour implémenter la sécurité, ça va être Rust. Donc le problème qui est posé par les architectures monolithiques, c'est qu'on ne va pas effectivement avoir la possibilité de choisir les meilleures technologies pour nos différentes préoccupations. Il va falloir prendre une technologie qui satisfasse au mieux les différentes préoccupations. Le fait finalement de découpler ces services, ça va nous permettre de choisir la technologie la plus adéquate pour les implémenter. Il y a un impact sur l'organisation même du travail. En fait, ici, le problème, c'est quand tu as une personne qui va entrer dans le projet, il faudra qu'elle ait une vision d'ensemble en fait, de ton application. Il faut qu'elle comprenne comment ton application, vue en tant que boîte monolithique, fonctionne, pour pouvoir lui contribuer. En fait. Le fait, effectivement, de séparer les préoccupations, tu vas prendre une ressource, tu vas dire, toi, tu vas travailler sur ce périmètre. Et ce périmètre-là, il est implémenté en Python, par exemple, avec un framework particulier. On n'a plus besoin d'avoir, effectivement, des personnes qui ont une vision complète, en fait, de ton applicatif. Elles vont pouvoir se focaliser sur le périmètre qui leur est attribué. Ça veut dire que tu vas pouvoir organiser par petites équipes spécialisées, justement, qui n'auront pas besoin d'avoir la vue d'ensemble et les connaissances qui vont avec sur toutes les technologies. Donc plutôt que d'avoir une grosse équipe
qui essaie d'avoir une vision globale d'un système qui est très complexe, bah, on va travailler sur des systèmes beaucoup plus simples qui seront, elles, basées sur des technologies différentes. Donc les technologies les plus appropriées. Du point de vue de la fiabilité, si y a une panne qui se produit sur un des périmètres, c'est toute l'application qui tombe en panne. S'il y a une panne sur le périmètre Movie Management, bon, on n'a pas envie que tous les autres sous-systèmes tombent en panne également. Du point de vue de la sécurité, on a une surface d'attaque qui est très large, mais on a aussi le problème de la dépendance un peu liée aux fournisseurs de solutions. On n'a pas envie d'avoir une dépendance, un verrouillage sur un fournisseur. On va découper le système en sous-systèmes cohérents, mais il va falloir évidemment gérer ensuite les interactions entre ces sous-systèmes. Il y a eu plusieurs événements qui ont motivé les architectures à base de microservices. Alors là, je vous en cite deux, mais ce n'est pas exhaustif. Donc en 2013, par exemple, le site web Amazon a connu une panne importante qui a entraîné une perte de 66 000 $ par minute, donc soit 2 millions de dollars. De la même manière, en 2011, le site web de Walmart qui a dû faire face à un très fort pic de charge, ce qui a entraîné effectivement des ruptures, des pannes. Donc des ruptures au niveau des pages de paiement, des paniers d'achat, etc. Et pire encore, ça a même suscité des actes au niveau physique, des actes de violence au niveau physique. Ces événements-là ont amené effectivement les grands noms du logiciel à se poser des questions sur des architectures plus flexibles et plus réactives. Ce qui a motivé finalement l'utilisation de microservices, c'est effectivement de disposer de systèmes qui soient plus évolutif. Et donc la défaillance de Walmart illustre en fait la nécessité d'avoir des systèmes qui s'adaptent au pic de trafic. Ces événements ont motivé aussi la nécessité d'avoir des systèmes résilients, la possibilité effectivement de scaler les services qui connaissent ce pic de charge ou de relancer automatiquement les services qui tombent en panne. Donc ces événements ont aussi mis en avant la nécessité d'avoir des démarches un peu plus agiles. Il nous faut disposer de moyens qui vont nous permettre d'élargir le périmètre du système, donc de manière assez transparente et flexible. Ces problèmes ont aussi mis en avant la nécessité de disposer de solutions qui vont nous permettre de diversifier les technologies. Et c'est typiquement ce dont aurait eu besoin en fait Walmart sur ces processus d'encaissement. On a aussi des besoins en termes de décentralisation. Et là c'est pareil, hein, le problème c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que si on a un service qui tombe, c'est potentiellement un problème de perte de données et de cohérence. Donc le fait effectivement de décentraliser donc les différents services, donc de pouvoir après l'escaler et gérer en fait les pannes, ça va nous permettre effectivement de garantir une certaine continuité dans le cycle de vie, une certaine cohérence. Donc en définitive, ce qu'on attend d'un système, c'est qu'il soit réactif et qu'il supporte en fait les propriétés suivantes, donc la résilience, c'est-à-dire sa capacité à rester réactif en toute situation, donc en cas de panne, en cas de pic de charge, son élasticité, donc c'est sa capacité à se reconfigurer justement pour prendre en considération les usages. Donc là encore, si on a tout d'un coup, c'est le Black Friday, beaucoup de monde qui se connecte, il va falloir effectivement pouvoir redimensionner le système à chaud. D'accord ? Et donc là, je mentionne les problèmes de scalabilité. Alors, d'après vous, par quels moyens on peut atteindre ces objectifs, donc de résilience, d'élasticité et de scalabilité? Donc en fait, on a plusieurs manières de gérer ces situations. Donc c'est soit effectivement on agit en fait sur le hardware, donc on dimensionne le hardware correctement. Voilà. Et là, on va parler de scalabilité verticale. L'alternative, c'est de passer par une scalabilité horizontale. On va réserver des ressources physiques supplémentaires. Donc, plusieurs serveurs, par exemple. Au niveau logiciel, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut monitorer l'utilisation des services, par exemple. Ce
que David a dit juste avant, c'est qu'on va effectivement containeriser nos applications. Pourquoi on va containeriser nos applications? C'est parce que la conteneurisation, c'est un moyen qui va effectivement contribuer à rendre le système réactif. Pourquoi? Parce que la conteneurisation respecte le principe d'isolation, donc entre les composants fonctionnels. D'accord? Là, dans la mesure où effectivement on va passer à un système qui va être finalement la composition de sous-systèmes qui seront complètement isolés, indépendants, donc ils vont embarquer leur propre dépendance, et donc effectivement on va assurer un découplage fort entre les différents sous-systèmes, entre les différents composants du système. Donc c'est à ce moment-là effectivement qu'on va parler de microservices. Enfin, un microservice, on pourrait le définir comme une application très restreinte, qui a un périmètre fonctionnel très restreint, qui fait une chose et qui le fait bien, qui utilise la bonne technologie, dont on va pouvoir gérer le cycle de vie indépendamment des autres parties de l'application. D'accord? Et qui va nous permettre effectivement d'assurer un certain nombre de fonctionnalités donc au niveau opérationnel. D'accord? Donc notamment de pouvoir dupliquer ces services pour gérer les pics de charge ou relancer ces services indépendamment en cas de panne par exemple. Suite aux événements que j'ai mentionnés, donc plusieurs grands noms du développement logiciel se sont regroupés et ont produit donc le manifeste réactif. C'est un manifeste, bon, déjà qui fait état des problèmes qui sont rencontrés par les systèmes actuellement. Les systèmes modernes font face à des contraintes de plus en plus fortes et que pour répondre à ces problèmes, il faut que ces systèmes soient plus robustes, plus résilients, plus flexibles et mieux placés pour répondre à ces nouveaux usages. Le Reactive Manifesto définit ce qu'est un système réactif. Donc un système est réactif s'il est responsive, résilient, élastique et message-driven. Évidemment, toutes ces caractéristiques sont bien définies dans le Reactive Manifesto. Je vous invite à les regarder si ça vous intéresse. Donc je vous ai mis ici quelques extraits du Reactive Manifesto. Donc le système est responsive s'il réagit dans un temps voulu. D'accord ? Et donc la réactivité, effectivement, c'est une pierre angulaire parce que, comme je vous l'ai dit, ça a un impact fort sur l'expérience utilisateur. L'utilisateur ne veut pas attendre 107 ans quand il fait une requête. Le système doit être résilient, c'est-à-dire qu'il doit effectivement être tolérant aux pannes. Okay, et ça, on va pouvoir l'obtenir effectivement par la réplication, le confinement et l'isolation. Et d'autres techniques encore que je mentionnerai après. Le système doit être élastique, c'est-à-dire que quelle que soit la charge de travail, il doit fournir la même réactivité. D'accord ? Donc si on a un pic de charge, effectivement, vous devez faire ce qu'il faut pour gérer et pour absorber ce pic de charge. Donc il va nous falloir effectivement une solution pour dupliquer les services qui font face à des gros pics de charge. Et enfin, un système est réactif s'il est message-driven. Ça permet de découpler davantage les microservices. C'est-à-dire qu'en utilisant des fils de messages, le service A n'a même pas besoin de connaître le service B. Il envoie sa demande dans un tuyau, il ne sait pas qui réceptionne la demande, ce n'est pas son problème. D'accord ? Et puis, il recevra sa réponse au moment voulu. Donc ça va permettre de changer le service B par des services équivalents, par exemple. Donc il va nous falloir effectivement, pour garantir ça, le fait que ce soit message-driven, donc un service de messagerie qui va nous apporter plutôt ce type de service. Les microservices vont justement apporter des solutions aux problèmes qui sont posés. D'accord ? Donc, en visant notamment un couplage faible entre composants, donc une meilleure cohérence dans l'hétérogénéité des composants, et une plus grande réactivité. Donc avec l'objectif effectivement de permettre une meilleure évolution dans le temps, une meilleure maintenabilité. Par rapport à ce que j'ai pu mentionner jusque-là, si vous donc gardez en tête l'application fil rouge que j'avais présentée au début, on peut effectivement donc du coup découpler
l'ensemble, enfin les sous-systèmes en microservices. Ici, je vais avoir un microservice qui va donc se focaliser sur la sécurité, qui va permettre au client d'échanger avec l'application de manière sécurisée. On va avoir un service d'authentification qui va produire des tokens d'authentification et puis nos différents services métiers ici. Cette solution, qu'est-ce qu'elle améliore par rapport à ce que j'avais présenté au début? On voit mieux la structure, clairement. Et puis, comme je le disais, donc là, on a des petites applications finalement qui sont focalisées sur une préoccupation particulière, avec des cycles de vie différents. D'accord? Donc, on va avoir plusieurs versions, effectivement, de notre application. Et effectivement, dans le cas où on fait évoluer un service, ce n'est pas l'ensemble qu'on va redéployer. Alors, est-ce que cette architecture suffit à dire que là, on a une application réactive? Si un des services tombe ici, c'est pareil. Hein, donc, il va nous falloir des moyens de le relancer. Si un des services connaît un pic de sécurité, c'est pareil. Donc, il va nous falloir aussi des moyens de le dupliquer. Ok? On a aussi un problème avec les bases de données. Si la base de données tombe, c'est un risque. Alors, on va passer à une seconde version où, effectivement, je veux dire que je duplique certains services. D'accord? Donc, pour tenir les charges, pour des raisons de résilience, pour des raisons, effectivement, de gestion de pic de charge. Et je vais dupliquer aussi les bases de données. Donc, je vais peut-être répartir les bases de données pour éviter que s'il y a une base de données qui prend feu, je perde mes données. Donc, ça arrivait il n'y a pas très longtemps chez OVH. Ici, typiquement, on a deux types de réplication. Alors, ce type de réplication ici n'est pas le même que celui-là. Pourquoi? La préoccupation de la réplication ici est différente de celle-là. Ici, cette réplication, elle a pour objectif de supporter la charge de travail. Cette réplication-là, elle a un autre objectif. C'est plutôt de s'assurer que si le serveur tombe, je ne perds pas toutes mes données. Ce n'est pas la même chose. Il y a effectivement l'étalage de la charge, mais aussi garantir la persistance, la conservation de la donnée quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur les services pour que ça marche? Bon, déjà, il faut une orchestration, ça c'est évident. Donc, il faut un service qui, effectivement, nous permette de dupliquer nos microservices. Ça, c'est évident. Et puis de les orchestrer. Imaginons la situation suivante. Je développe un service d'authentification et je décide de ne pas stocker mes informations dans des bases de données, mais plutôt les stocker dans un fichier local au microservice. Bon, donc si il y a quelqu'un qui s'inscrit pour utiliser tous mes services, donc je vais ajouter une nouvelle entrée dans mon fichier finalement. Et si le service tombe, vous voyez, en fait, ça veut dire qu'il faudrait quand même resynchroniser l'ensemble des états. Vous voyez, je ne sais pas d'avance combien d'instances je vais avoir. Ok? Si je crée une nouvelle instance pour absorber une charge, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois copier finalement l'état interne sur tous les microservices. Enfin, c'est compliqué. Donc, effectivement, ici, pour que ça fonctionne, il faut que mon service soit stateless. Il n'y ait pas d'état. Ou que l'état, si on veut, soit partagé, finalement, à travers une base de données. De manière à ce que si, effectivement, le microservice tombe, je relance une nouvelle instance et que cette nouvelle instance soit dans le même état que l'instance précédente. Il y a des situations où l'implémentation d'un service stateful peut faire sens. Dans un contexte microservices déployés dans des clouds avec des réplications, etc., le stateful peut poser beaucoup de problèmes. Est-ce que, en faisant ça, on arrive effectivement à une application réactive? Alors effectivement, cette solution, elle résout certains problèmes, mais il y en a d'autres qui apparaissent. Alors regardez un petit peu. J'étais passé d'une situation où j'avais ici une instance qui dialogue avec une instance. Vous voyez? Là, je passe d'une situation où j'ai deux instances qui possiblement dialoguent avec trois instances. Comment ça se passe?
En fait, là, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Déjà, j'avais dit, on n'a pas un découplage fort, puisque là, effectivement, le digital, enfin, ce service-là a une référence directe vers ce service-là. Bon, j'avais mentionné avant que le Reactive Manifesto préconise l'utilisation de solutions de message queuing. Alors, donc on a ce problème-là ici, où on a effectivement une dépendance plutôt forte ici. Donc ici, quand le client, par exemple, émet une requête, que cette requête est routée vers une instance digital asset, en fait, c'est bien une instance parmi n. D'accord? Alors, de quoi on a besoin ici pour améliorer la situation? D'accord? Il va nous falloir effectivement un service de haut niveau, un orchestrateur, ok, qui va nous garantir que notre application sera toujours dans un état désiré. Donc ça veut dire qu'il va constamment vérifier l'état de tous les services et s'assurer que s'il y en a un qui tombe en panne, bah, le relancer, ou s'il y a un pic de charge, le dupliquer. Donc il nous faut un orchestrateur. Il va nous falloir des mécanismes à l'interne pour effectivement répartir les charges. Donc ici, il va nous falloir un load balancer. D'accord? Je reçois une requête, j'en reçois deux. La première va être routée sur la première instance, la première copie, et la seconde sur la seconde instance. Ici, j'ai la possibilité d'utiliser un message queuing où effectivement maintenant le digital asset n'a plus de lien direct avec les services. D'accord? Il se contente de produire des requêtes dans le message queuing. Il ne sait pas qui va intercepter cette requête en bout de chaîne. On a aussi, dans cette troisième itération, par exemple, la possibilité d'utiliser des caches pour améliorer les performances du système. On a besoin, effectivement, d'une solution qui va nous permettre de gérer donc l'état de notre système dans son ensemble. Donc s'assurer qu'il est toujours effectivement opérationnel et en mesure d'absorber n'importe quel type de charge. Dans cet exemple-là, j'ai ajouté des caches ici. Et ça illustre un autre aspect des microservices, c'est que je vais pouvoir du coup ajouter des composants pour satisfaire un certain nombre de fonctionnalités. Donc je vais pouvoir faire mon marché, parce qu'à partir du moment où j'ai des microservices, je vais accéder effectivement à un écosystème de microservices et je vais pouvoir faire mon petit marché et utiliser les composants qui m'intéressent. D'accord? Alors typiquement, ce que vous allez faire, et ça c'est vraiment un aspect qui est super intéressant en fait des microservices, c'est que vous allez pouvoir faire des applications en réutilisant au maximum. Par exemple, sur les systèmes de cache, je me dis, bah tiens, alors je pourrais l'implémenter moi-même, évidemment, parce que les accès à des bases de données, c'est coûteux, et ça a un impact fort sur les performances. Donc si je mets un cache de type Redis, je vais effectivement améliorer l'accès aux données. D'accord? Donc j'ai une solution qui s'appelle Redis, qui est déjà toute faite. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est aller la chercher et la baigner dans mon application. J'avais notamment mentionné en introduction que j'avais implémenté donc une solution Ecolab que j'avais déjà présentée avant. Cette solution, c'est, on va dire, 70% de réutilisation. Donc il y a 30%, grosso modo, que j'ai vraiment implémenté, qui est ma plus-value métier. Ce qu'il y a de super intéressant, c'est que effectivement, je vais pouvoir créer de la valeur par composition. Je ne vais pas réinventer la roue. Je vais prendre des composants sur étagère qui donc vont prendre en charge certaines fonctions de mon système. Et avec un avantage certain, c'est que ces composants sont généralement maintenus par toute une communauté. Le passage aux microservices, comme je l'ai expliqué là, va nécessiter des frameworks de développement particuliers, parce que les microservices ont des caractéristiques que des applications n'ont pas forcément. D'accord? Alors le passage aux microservices nécessite effectivement la conteneurisation. Donc là, on va utiliser Docker dans cet exemple. Vous avez également Podman. Il nous faut effectivement, pour passer aux microservices, des solutions de communication.
Donc, alors, des communications qui soient message-driven comme stipulé par le manifeste réactif. Là, par exemple, on va utiliser Kafka et un service d'orchestration. D'accord? Donc, lui va assurer que notre application soit toujours dans un état acceptable, donc dans l'état désiré. Alors, retenez bien cette notion état désiré, ça c'est quelque chose qui est central à Kubernetes. D'accord? Et j'expliquerai pourquoi après. Voilà. Bon, ensuite, le passage au microservice nécessite également des frameworks de test particuliers. On ne teste pas une application basée sur des microservices de la même manière qu'on teste une application classique. Okay, et là, pareil, il va nous falloir des technologies particulières, donc notamment comme Test Containers, que je présenterai rapidement. Alors pour la configuration, idem. Alors quand on passe à une architecture à base de microservices, il nous faut garantir une configuration qui soit cohérente sur l'ensemble des microservices. Dans ce cas-là, on peut utiliser des solutions comme Spring Cloud Config qui vont nous permettre de centraliser la configuration. D'accord? Donc typiquement, si j'ai un service, enfin deux microservices A et B qui attaquent la même base de données, donc la configuration de la base de données sur chaque microservice, je vais éviter de le dupliquer. D'accord? Je vais plutôt choisir de le centraliser avec plein d'avantages. Donc notamment la reconfiguration à chaud. Pour le logging, c'est la même chose. Donc les systèmes de log vont nous permettre effectivement d'identifier des problèmes, de les anticiper. Et le système de log dans le cadre des microservices nécessite des mécanismes particuliers également. Parce que évidemment, chaque microservice va produire ses logs. Alors c'est quoi le problème dans ce cas-là? En fait, c'est toute la chaîne causale qu'il faut remonter. Il faut comprendre comment le problème est arrivé. Donc, juste la centralisation des logs, ce n'est pas suffisant. Il faut pouvoir mettre en relation les traces produites. D'accord? Si le service A a produit certains logs, ça peut être en réponse à des appels du service B, ou inversement. D'accord? Donc, il faut pouvoir tracer ça, en fait. Dire que le service B s'est planté parce que le service A l'a appelé et le service D avant l'a appelé également. L'a appelé service A. Donc, il faut pouvoir remonter toute cette chaîne et savoir exactement ce qui s'est passé. De la même manière, on a besoin d'une solution pour monitorer l'ensemble. Ok? Donc là, encore, alors pas juste pour anticiper les problèmes, mais là vraiment observer ce qui se passe, et puis éventuellement détecter des signaux faibles, avoir une idée en fait des usages de votre application, donc à travers les différents microservices. Quand on développe et qu'on déploie les microservices, il y a un certain nombre de bonnes pratiques à respecter. Donc là, je vous présente la méthodologie des 12 facteurs, donc, qui a été proposée par la société Heroku en 2011, et qui un ensemble de 12 bonnes pratiques donc, qui ont fait leurs preuves à travers le temps et qui sont aujourd'hui partagées. Donc il y a un consensus sur la pertinence de ces pratiques. La première dit qu'il faut assurer les suivis de changement avec un système de contrôle de version, donc de type Git par exemple. 2. Gérer de manière explicite les dépendances, donc avec des systèmes comme Maven, Gradle ou Pip par exemple. De centraliser la configuration des services, donc en utilisant Spring Cloud ou Ansible. D'utiliser des interfaces au maximum pour s'abstraire des services techniques, donc comme la couche de persistance JPA pour les bases de données. Alors pourquoi ça c'est important? Aujourd'hui j'utilise PostgreSQL. Si je code en dur mes requêtes, donc dans mon code Java par exemple, des requêtes qui sont spécifiques à Postgres, le jour où je change de base de données, je suis obligé de tout recommencer. D'accord? Donc le fait de passer par des couches abstraites, le JPA, en fait, on n'a pas de code SQL. Ici, effectivement, ça va nous permettre d'interchanger les bases de données. Il faut bien séparer les étapes de construction de l'application. Donc là, typiquement,
on va utiliser des solutions de type Jenkins. Donc comme ça, on les explicite, on les sépare, on les explicite. Comme j'avais expliqué avant, les services doivent être stateless. Elles doivent embarquer leurs dépendances. Et la concurrence, donc au niveau de l'orchestrateur, doit être gérée au niveau du processus. L'arrêt des services ne doit pas générer d'effet de bord, comme j'avais dit. Donc ça, c'est lié au fait que le service est stateless. On va réduire aussi les gaps entre les environnements de développement et de production, gérer des logs de manière standardisée et centralisée, et automatiser autant que faire se peut les tâches d'administration, donc en utilisant des scripts. Un exemple de success story, donc il y a eu tout un blog qui a été fait par Spotify, donc où il raconte effectivement qu'ils sont passés en 2013 d'une architecture monolithique à une architecture en microservices. Ils ont rencontré effectivement tous les problèmes que j'avais mentionnés avant avec les architectures monolithiques, et ils ont été très contents de ce passage-là parce que ça leur a permis effectivement d'avoir des rythmes de déploiement beaucoup plus rapides et fréquents. Donc ils sont passés de un déploiement par semaine à plusieurs par jour, avec des résultats très appréciables en termes de scalabilité et de résilience, des temps de build vraiment réduits, et puis des équipes autonomes spécialisées qui maîtrisent réellement leur service de bout en bout. Il y a pas mal de freins justement au passage au microservice. Il y a des choses qui font peur effectivement sur la complexité du réseau. Donc on va effectivement déployer des services sur différents nœuds physiques, donc avec des problématiques en termes de communication. On a pas mal de problèmes de dépendance avec les microservices, mais je vous l'ai expliqué, il y a des solutions pour ça, donc notamment le message queuing, des problèmes de sécurité et d'isolation, de surveillance, débogage, de consistance des données. Donc il y a des solutions aujourd'hui à ça, mais aujourd'hui c'est ce qui fait c'est les principaux points qui font peur et qui empêchent les entreprises de passer le cap. Il n'y a pas aujourd'hui de raison d'avoir peur en fait de passer au microservice. Je vais faire un petit focus sur chacun des aspects que j'ai mentionnés. Donc sur le développement de microservices en premier, ensuite je parlerai de containerisation et d'orchestration, et puis de sujets transverses. On ne développe pas un microservice comme on développe une application classique, parce qu'on a besoin effectivement d'avoir des performances élevées, une empreinte mémoire faible, d'avoir une cohésion élevée, un couplage faible. Et donc il nous faut un framework de développement, enfin des frameworks de développement particuliers. Alors quand on choisit effectivement un framework de développement, il y a un certain nombre de critères qu'on va considérer dans le choix d'un framework. Donc notamment les licences, le coût, la compatibilité, la courbe d'apprentissage, l'expérience de votre personnel, etc., etc. Donc il faut effectivement mettre sur la balance toutes ces choses avant de s'engager dans le choix d'un framework particulier. Alors là je vous présente un framework comme il en existe d'autres, hein. Donc moi c'est le framework que j'ai utilisé, Micronaut, qui satisfait toutes ces exigences. C'est un framework full stack qui a été développé par les créateurs de Grails, qui à la base est basé sur Spring Boot. Ils ont fait des choix très différents de Spring. Donc notamment ils ont interdit certains patterns de Spring, notamment le proxy, parce que ça a un certain coût sur la performance. Donc voilà, ils ont fait des choix dans l'optique, effectivement, de la performance et de l'empreinte mémoire. Micronaut, comme Spring, repose sur des propriétés assez intéressantes, donc comme la version de contrôle, la programmation par aspect et surtout la programmation réactive. Donc, quand on veut programmer des microservices réactifs, il nous faut un paradigme réactif. L'avantage de Micronaut, c'est effectivement que on a un démarrage rapide, on a une empreinte mémoire minimale, et c'est très performant et très facile à tester. Micronaut se base sur GraalVM, donc il ne se base pas sur la JVM, il se base sur GraalVM et sur Reactor pour la partie réactive. Et sur le gâteau, il est compatible avec Kotlin. Alors, les caractéristiques de GraalVM, c'est effectivement, vous pouvez voir ça comme une JVM, qui a des performances proches du natif, très très proches du natif, d'accord, par des choix justement au niveau de la compilation. Donc notamment, le GraalVM s'appuie sur l'AOT,
donc ahead of time, la compilation ahead of time, plutôt que le JIT qui est utilisé par la JVM, le just in time. La compilation Java avec le JIT n'est jamais complète. Elle est complétée sur la machine d'exécution. Et c'est au moment de l'exécution, le runtime va tenir compte des caractéristiques de votre machine pour compléter la compilation et avoir quelque chose qui soit vraiment performant. Dans la mesure où le microservice est conteneurisé, l'environnement est connu. D'accord? Donc là, le GraalVM, lui, il s'appuie sur une compilation AOT, ahead of time. On a des temps de démarrage qui sont ultra rapides avec GraalVM, bien plus supérieurs à la JVM. Alors, notamment par le fait aussi que, alors, à travers l'utilisation, enfin, à travers l'implémentation de microservices avec des frameworks comme Micronaut, vous n'allez pas juste générer le binaire Java, vous allez aussi générer une machine virtuelle custom, donc qui aura une empreinte mémoire minimale. D'accord? Donc ça se repose sur la modularisation de Java qui avait été introduite dans la version 9. D'accord? Donc on n'embarque pas tout Java, on n'embarque que ce qui est nécessaire. Donc ça va diminuer de beaucoup la taille du binaire. Je mentionne très rapidement la programmation réactive avec Reactor. Je vous présente juste les principes, ça peut être intéressant ensuite pour vous d'aller vous renseigner sur le sujet. L'idée, c'est qu'effectivement, on utilise le pattern réactif au sein même de l'application, au sein même du microservice. D'accord? Alors, et là, c'est pareil, hein, on va en quelque sorte isoler les différentes fonctions de notre application et les décorréler les uns des autres à travers notamment des codes messages entre eux. C'est assez proche des streams. On va exécuter des fonctions qui, eux, consomment et produisent de la donnée immutable. Là, on va chaîner effectivement des fonctions. Donc on a une fonction qui va, donc en entrée, publier des données, et en bout de chaîne, une fonction qui consomme les données, puis entre les deux, des fonctions qui vont transformer, filtrer, etc. D'accord? Alors, le pattern réactif, donc à la différence de l'approche des streams, donc l'approche fonctionnelle de Java, c'est qu'on va en plus avoir un mécanisme de back pressure ici, donc de contre-pression. C'est-à-dire que on va pouvoir adapter finalement le flux de données. C'est-à-dire que si un opérateur n'arrive pas à suivre un flux de données, il va pouvoir dire au producteur précédent, on calme un peu le truc, là j'arrive pas à suivre. On va avoir des codes messages entre les différents opérateurs. À travers ce pattern-là, on va supporter différents paradigmes d'exécution, donc à la fois du push et du pull. Alors dans Reactor, on a deux types de publishers. Donc on a un publisher Flux qui va produire 0 n éléments, et c'est comparable à un stream en Java, et un publisher Mono qui lui produit 0 ou 1 élément, qui est comparable à un optional en Java. Donc on va avoir ici des flux de données, d'accord, qui seront traités, donc transformés par des opérateurs pour produire d'autres flux de données. D'accord? Donc à la fin d'un flux, il y a un signal qui est donné pour dire OK, c'est terminé. D'accord? Ou dans le cas d'une erreur, on va pouvoir notifier en fait au prochain opérateur qu'il y a eu un problème, et puis donc on va voir aussi des mécanismes de gestion des erreurs. Le Reactor est présent dans les API de Java depuis, il me semble, la version 9 également. À part que c'est difficile de les manipuler directement en Java. Donc le framework Reactor, lui, va vous faciliter l'utilisation de ce pattern en vous apportant en plus toute une librairie d'opérateurs qui n'existent pas dans Java. Donc ça, ces opérateurs vont vous faciliter la vie. D'accord? Donc des opérateurs qui vont nous permettre de filtrer les données entre les différents flux, de réduire, de combiner, de regrouper des paquets de données, donc faire des traitements par batch par exemple, de gérer les erreurs, les tests, et puis d'appliquer différentes politiques d'ordonnancement. Alors, ce qui est intéressant aussi avec cette approche-là, c'est que vous n'avez même plus à vous soucier de la concurrence. Donc là où avant, dans les applications classiques, vous deviez effectivement, pour des raisons aussi de performance, donc définir explicitement votre concurrence. Ici, tout est pris en charge. Tout ce que vous avez à faire, c'est définir les fonctions. Et c'est le framework qui s'occupe, en fonction de la stratégie que vous avez définie,
que vous avez choisi plutôt, d'ordonnancer au mieux vos fonctions. Quand on fait la programmation réactive, il va falloir reconsidérer pas mal de choses. Donc notamment quand on a accès à des bases de données, le connecteur JDBC, ça vous oubliez. Il faut un connecteur qui soit réactif et qui supporte exactement les mêmes propriétés. D'accord? Donc pour ça, vous avez un connecteur qui s'appelle R2DBC, qui est l'équivalent du JDBC, pardon, mais qui respecte effectivement les propriétés des applications réactives. Quand on développe des microservices, il faut aussi garder à l'esprit que des microservices vont être déployés dans des environnements distribués et que potentiellement il pourrait y avoir des problèmes dans les communications. Donc si on regarde un petit peu comment ça se produit, imaginons que vous avez un service A, une requête vers le service A, qui, lui, pour satisfaire cette requête, doit faire une requête sur le service B, qui lui accède à la base de données. Bon, on comprend que si... alors là, j'en ai mis 2, mais on peut en avoir 5 comme ça. On comprend que dans la chaîne, si un service tombe, il va nous falloir mettre en place des mécanismes pour gérer ce type de situation. D'accord? Alors, ça se fait à plusieurs niveaux. Donc, ça se fait au niveau de l'orchestrateur, mais ça se fait aussi au niveau du code. Donc, au niveau du code, vous avez des frameworks comme le Resilience4j qui vont vous permettre, alors très très facilement, de définir différentes politiques de résilience. Donc, si le service A n'arrive pas n'a pas de réponse de service B au bout d'un certain temps, vous pouvez appliquer différentes stratégies. Donc, par exemple, le service A demande un calcul, il l'a pas. Première stratégie, c'est qu'il renvoie une réponse par défaut. Seconde stratégie, il répète sa requête à plusieurs reprises. Donc, par intervalle de temps régulier. Et puis, au bout de 3 fois, s'il n'est toujours pas arrivé, on balance une réponse par défaut, par exemple. Ou, autre possibilité, on fait appel à notre service qui fournit les mêmes fonctionnalités, par exemple. D'accord? Donc ce type d'approche s'intègre très très bien avec Micronaut. Parce que tout ce qu'il y a à faire au niveau Micronaut, c'est d'ajouter des annotations sur sur vos appels. De la même manière, si par exemple vous développez un front-end en React, par exemple, évidemment, l'idéal, ce serait que le React, enfin ce front-end-là, communique avec un back-end de manière aussi réactive. Donc pour ça, vous avez des solutions comme AirSocket, qui est en quelque sorte l'équivalent du WebSocket, mais en réactif. D'accord? Et donc ça, c'est très très bien supporté aussi au niveau de React ou de Angular, par exemple. Là, je vais passer à la conteneurisation avec Docker. Donc, une fois que vous avez développé votre microservice, il va falloir le conteneuriser. Pour ça, Docker, c'est une technologie qui va effectivement vous permettre de créer des composants autosuffisants, dans le sens où ils vont effectivement embarquer toutes les dépendances. Alors, Docker va vous fournir effectivement l'ensemble d'outils qui va vous permettre de créer, de configurer et de gérer le cycle de vie des conteneurs et de leur assemblage. Pour bien comprendre cette notion de conteneur, alors, on va comparer effectivement aux machines virtuelles. Donc, alors vous avez tous utilisé peut-être des machines virtuelles de type VirtualBox ou VMware. Donc, la machine virtuelle embarque absolument tout. Donc, l'applicatif, les dépendances et le système d'exploitation. D'accord? Et c'est l'hyperviseur qui se charge d'ordonnancer en fait toutes ces applications. Le conteneur, lui, va n'embarquer que l'applicatif et les dépendances. D'accord? Et il va se reposer sur le système d'exploitation pour les appels bas niveau, les appels système. Sur les concepts essentiels de Docker, vous avez le concept d'image, qui est un peu l'équivalent d'un programme sur un système de fichiers, et le concept de conteneur, qui est l'exécution de l'image. Donc pour une image donnée, on peut avoir plusieurs instances, donc plusieurs conteneurs, qui chacun a son propre état. D'accord? Donc, je peux avoir 3 instances du même serveur Postgres. Cette image représente les différents états d'un conteneur. D'accord? Donc il est dans l'état running, il peut être mis en pause, il peut être arrêté ou supprimé. La notion de conteneur n'est pas un concept natif des systèmes d'exploitation. D'accord? Donc pour lui supporter, on a besoin d'une couche d'abstraction, et cette couche d'abstraction
elle s'appelle conteneur D. Donc elle s'insère entre les conteneurs et le système d'exploitation. Et donc elle va effectivement dialoguer avec le système d'exploitation pour assurer l'opérationnalisation des conteneurs. Quand on a défini notre application, quand on a implémenté avec un framework comme Micronaut par exemple, il faut la conteneuriser. Docker fournit les outils pour décrire comment on va conteneuriser notre application. Vous avez le Dockerfile qui va décrire comment on va construire finalement une image Docker qui pourra être du coup déployée dans différents environnements. Okay, donc le Dockerfile respecte une certaine syntaxe qui va décrire les différentes étapes de production de notre image. D'accord ? Donc notamment embarquer les ressources nécessaires dans l'image, embarquer les dépendances et dire comment effectivement quel programme est exécuté au moment où le conteneur est lancé, etc., etc. Quand on a produit nos images, il va falloir les composer pour effectivement produire notre application. Alors, pour ça, on a un outil qui s'appelle Docker Compose, qui va nous permettre effectivement de décrire la composition de nos services. On pourrait lancer chaque service à la main, mais c'est pas intéressant et c'est pas reproductible. L'idée, c'est effectivement de décrire l'ensemble des services, comment ils sont configurés, comment ils sont connectés, de manière à pouvoir exécuter ces services-là avec une seule ligne de commande. Attention, Docker Compose peut être utilisé que pour des tests en local. D'accord ? En environnement de production, c'est évidemment pas ce qu'il faut utiliser du tout. D'accord ? Alors je le précise parce que je l'ai beaucoup vu. Donc parmi les sociétés que j'ai pu accompagner, j'ai vu pas mal de sociétés qui utilisaient Docker Compose en production. C'est pas fait pour ça. Attention. En production, effectivement, on a besoin de, comme je l'avais mentionné avant, de solutions de routage, de load balancing, de gestion de configuration centralisée, de gestion de mot de passe centralisée, de rollback, donc de pouvoir revenir à une ancienne version si ça se passe mal, etc. etc. Donc Docker Compose ne fournit pas ça, c'est Kubernetes qui fournit tout ça. Sur les communications avec Kafka, donc la motivation de Kafka, c'est la première chose, c'est que alors quand on a effectivement un ensemble de microservices qui doivent communiquer, on va éviter que ces microservices dialoguent en point à point. D'accord ? Parce que ça fait beaucoup de communication à gérer. Okay ? En tenant compte effectivement du fait qu'on va avoir des protocoles d'échange hétérogènes, des formats de données hétérogènes, avoir des dynamiques de réseau qui peuvent changer à tout moment. Donc ça, on évite. D'accord ? Ce qu'on va faire, c'est plutôt passer par un système de gestion centralisé, mais qui est aussi distribué, qui est tolérant aux pannes. D'accord ? Donc l'idée, c'est d'avoir une solution qui va éviter le point à point, dans lequel chaque système qui produit de la donnée va produire dans un point particulier, et chaque consommateur va pouvoir être notifié à partir de ce point-là. D'accord ? Donc ça, c'est l'idée de Kafka. Donc c'est un projet qui a été créé par LinkedIn, qui est open source, qui est distribué, tolérant aux pannes et résiliente. Donc tout ce dont on a besoin dans nos microservices. D'accord ? Un cluster Kafka est constitué de plusieurs brokers. Donc les brokers, c'est généralement des machines physiques. On va avoir des producteurs qui vont produire de la donnée. La donnée sera probablement répliquée sur différents brokers. Et ici, on va avoir des consommateurs qui vont s'abonner donc à différents topics. Donc on va avoir plusieurs topics dans lesquels le producteur va pouvoir produire de la donnée. D'accord ? Ces topics seront éventuellement répartis sur différents brokers et vont avoir des réplications dans d'autres brokers. Donc là, on va avoir quelque chose qui est très sécurisé. Et un topic peut avoir plusieurs partitions. Parce que ça va permettre de répartir effectivement la charge sur ces différents consommateurs. Donc c'est vraiment très très optimisé, très performant. Voilà pour la présentation rapide de Kafka. La gestion des conteneurs, effectivement, dans un environnement cloud, ça pose beaucoup de problèmes. On va devoir effectivement répartir les instances sur différents nœuds physiques, gérer le cycle de vie de l'ensemble des conteneurs, de gérer la scalabilité de l'architecture, d'exposer les conteneurs comme service, puis de gérer toutes les autres problématiques liées à la sécurité et l'authentification.
Et donc Kubernetes offre, donc par rapport à Docker, Docker Compose, Kubernetes offre tous ces services. D'accord? Et notamment des services de découverte et d'orchestration. Alors le problème qu'on va rencontrer aussi, c'est que, imaginons que vous déployez à chaud un nouveau service, il faut que le service d'orchestration le prenne en considération. D'accord? Et donc puisse permettre d'exposer ce service aux autres éventuellement. D'accord? Donc on a besoin effectivement, l'orchestrateur supporte effectivement ce service de découverte. Alors contrairement à la chorégraphie par exemple, dans les services de chorégraphie, chaque service qui s'inscrit dans le réseau doit s'identifier lui-même. Ce qui peut poser problème, parce que si jamais il crache, les autres services ne sont pas notifiés du fait qu'il n'existe plus. C'est le Kubernetes qui passe son temps à scruter le réseau et qui prend des décisions si l'état a changé. Kubernetes, effectivement, va vous donner les outils pour déployer et gérer les conteneurs, de passer à l'échelle, de découvrir les nouveaux services, d'assurer la tolérance aux pannes et la réparation le cas échéant, et de gérer la mise en réseau entre les différents conteneurs, et ça de manière sécurisée. D'accord? Donc c'est un outil essentiel quand on travaille effectivement dans des environnements cloud native, alors que ce soit cloud public ou privé. Bon, alors Kubernetes, c'est un projet à la base qui sort des laboratoires de Google. Alors, ça s'appelait Borg à la base. Donc c'est un autre projet open source qui est soutenu par une large communauté. Bon, voilà, je passe un peu pour la présentation rapide. Je vous passe aussi les avantages, ça, avec ce que je vous ai expliqué, vous les avez bien compris, je pense. Alors, sur les fonctionnalités, effectivement, Kubernetes est capable de gérer énormément de nœuds et de pods. Alors, le pod, c'est un concept de Kubernetes qui encapsule des conteneurs. Donc, on peut effectivement gérer jusqu'à 5000 nœuds physiques et 150 pods par nœud. Bon, il y a de quoi faire. Kubernetes passe son temps, effectivement, à assurer que l'état désiré que l'application est toujours dans un état désiré. D'accord ? Et il fournit d'autres services, notamment sur la persistance de données. Dans un environnement cloud, il y a énormément de problématiques qui se posent. D'accord? Parce que vous voulez que votre volume soit toujours disponible. Et que potentiellement, vous allez prendre en considération le fait qu'un nœud physique peut tomber. Donc, la réservation d'un volume ne peut pas se passer de la même manière qu'avec Docker. D'accord? Là, on est dans l'environnement cloud. Le volume, on peut le réserver sur n'importe quel nœud physique, mais on va tenir compte aussi du fait que le nœud physique puisse tomber. Sur les concepts essentiels de Kubernetes, donc vous avez un nœud maître qui présente une API REST, donc pour l'administrateur, qui est un outil qui s'appelle kubectl, qui va lui permettre de piloter, d'administrer finalement l'ensemble des nœuds et des pods. D'accord? Toute la configuration est gérée dans une base de données qui s'appelle ici etcd. Ensuite, on a des nœuds, des worknodes ici, sur lesquels on va déployer un ensemble de conteneurs. Donc, comme j'ai dit, des pods, c'est l'unité du point de vue Kubernetes, c'est l'unité de déploiement. Et un pod peut contenir un ou plusieurs conteneurs. Bon, généralement, c'est un. Dans certaines situations, il peut y avoir plusieurs conteneurs dans un même pod. Donc le masternode, c'est vraiment le cœur. C'est celui qui va nous permettre d'administrer nos déploiements. Ok. Et donc il y a un nœud central ici, c'est l'API serveur qui va permettre effectivement à l'administrateur de faire des requêtes pour exprimer un état désiré, par exemple. Cet API serveur, comme j'ai dit, il permet aussi au worknode de communiquer avec le masternode pour être notifié de certains événements. Notamment si le worknode crash ou si le code a crashé dans le worknode. Donc le masternode a besoin de le savoir pour mettre à jour l'état de l'application. Une brique importante ici, c'est le contrôleur manager. Donc le contrôleur manager va contrôler l'état de votre application. Il y a différents types de contrôleurs. Un des premiers contrôleurs, c'est le contrôleur des déploiements qui, lui, va s'assurer que votre application est toujours dans un état désiré
et que s'il ne l'est pas, il exécute les actions adéquates. Par exemple, recréer une instance d'un certain conteneur, enfin d'une certaine image. Le scheduler, c'est l'ordonnanceur, c'est ce qui va effectivement ordonnancer les différentes tâches qui vont garantir effectivement la cohérence de notre système. Le worknode, c'est un nœud physique sur lequel on va effectivement déployer différents pods. Donc chaque pod sera identifié par une adresse IP à l'intérieur de ce nœud. Et on va avoir effectivement des problématiques d'interfaçage entre ces pods. On va potentiellement avoir différentes réplications d'un même pod. Imaginons que, alors pour revenir sur l'exemple que j'ai mentionné en intro, on a ici le service sécurité qui communique avec 3 instances d'un même service. Il n'y a pas de communication directe, hein. Il va y avoir une brique supplémentaire qui va permettre de router finalement les requêtes sur les différents pods. Les services, ça va permettre de créer des interfaces entre les pods. Donc qu'ils soient au sein d'un même node ou sur différents nodes. Donc on a pour ça différents types de services, parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques. Alors le kubelet, c'est effectivement un agent qui est exécuté sur chaque nœud et qui interagit avec l'API serveur, donc avec le master node. D'accord? Et le kube proxy, c'est ce qui va permettre aussi d'exposer les pods à l'extérieur. Alors comme je l'ai dit, hein, on a différents types de contrôleurs qui vont effectivement s'assurer que notre application est toujours dans l'état désiré. Et donc notamment, vous avez le contrôleur des déploiements, donc il va s'assurer, donc là vous allez spécifier combien d'instances par exemple vous voulez pour un pod. Donc le contrôleur de déploiement, lui, va contrôler un certain nombre de répliques. Okay. Alors vous avez des répliques, comme je l'avais indiqué tout à l'heure, qui sont là pour gérer la montée en charge, mais vous avez aussi des répliques pour gérer du clustering. Donc typiquement, les répliques assets, c'est pour la montée en charge, et le daemon set, c'est pour le clustering. Le daemon set va s'assurer que vous allez avoir une instance, au moins une instance, d'un pod particulier sur chaque nœud physique. Vous allez avoir des pods particuliers de type job, donc c'est un peu comme c'est l'équivalent des cron sur Linux par exemple, ou des services de type ingress qui vont permettre d'exposer des services à l'extérieur. Sur le déploiement, je vais mentionner le cycle de vie, hein, donc ça se rapproche beaucoup de ce qu'on avait pu voir sur Docker, modulo, la mise à l'échelle. Si vous avez défini un déploiement d'une image particulière et que ça se passe mal, vous avez la possibilité de faire du rollback. Ça, c'est un petit scénario et ça décrit un peu le fonctionnement de Kubernetes. Donc, l'administrateur s'adresse à l'API serveur et donc lui indique quel état il veut, quelle image déployer, etc., etc. Que fait l'API serveur? Il va modifier l'état ici, donc l'état souhaité, ici dans la base de données. Okay. Et donc ce que va faire le contrôleur manager, lui, le contrôleur manager va s'adresser à travers des API à l'API serveur et regarder s'il y a une différence entre l'état courant et l'état désiré. Tous les autres composants s'adressent à l'API serveur pour accéder à l'état. Donc soit l'état courant ou l'état souhaité. À ce moment-là, le scheduler va aussi, en fonction de l'état désiré, modifier aussi certaines clés au niveau de la base de données. Et le kubelet au niveau des worknodes va regarder ce qui a pu changer et éventuellement instancier un nouveau conteneur. Et à la fin, l'API serveur va stocker le nouvel état. Alors, au niveau des services, hein, comme j'avais expliqué, hein, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Voilà, un service, c'est ce qui va permettre ici, effectivement, d'assurer un load balancing entre deux services. Le service ici ne connaît pas directement le digital asset, parce qu'il ne sait pas exactement combien d'instances il y aura et à laquelle il va s'adresser. Donc dans le cas d'un pic de charge où il faut répliquer, c'est le load balancer qui va s'occuper effectivement de router les demandes ici de ce service vers une des instances disponibles. D'accord? Alors selon une politique, généralement de round robin. De la même manière qu'il y a différents types de contrôleurs, il y a différents types de services. Donc il y a des services qui vont permettre la communication entre deux pods au sein du même nœud.
des services qui vont s'assurer la communication entre deux pods au sein de deux nœuds différents, et des services qui vont s'assurer de la communication entre un pod et tout ce qui peut venir de l'extérieur. Donc typiquement, on peut avoir des services de type ingress qui vont intercepter le trafic qui vient de l'extérieur et router les requêtes vers les services. Voilà. Alors sur la gestion des volumes, alors je vais mentionner aussi, je l'avais mentionné juste avant, la gestion des volumes ne peut pas se faire de la même manière que si on était sur un serveur local. Alors dans Kubernetes, il y a deux notions essentielles. Il y a la notion de PV, persistance volume, et la notion de PVC, persistance volume claim. D'accord? Donc dans les PV, vous déclarez les volumes qui sont disponibles, ok? Et dans les PVC, vous réclamez un espace dans un volume particulier. Alors l'intérêt de ça, c'est que au niveau du microservice, il n'a pas à avoir les détails d'implémentation. Il n'a pas à savoir que le volume a été réservé sur tel pod, enfin sur tel nœud ou sur tel autre. Lui, tout ce qu'il a à dire, c'est j'ai besoin de tel volume de persistance qui a telle caractéristique, en termes de capacité, de performance, etc. Et c'est Kubernetes qui se charge de lui fournir la ressource dont il a besoin. Alors, sur le monitoring des ressources, Kubernetes vous fournit aussi tous les outils pour checker effectivement l'état en fait de chaque pod. Donc notamment, on a la possibilité de poser des sondes de type readiness ou liveness qui vont effectivement indiquer à Kubernetes à quel moment, enfin sous quelles conditions le service est considéré comme défaillant par exemple. Au niveau sécurité, là aussi, Kubernetes offre un certain nombre d'outils. Et vous avez notamment la possibilité de restreindre les droits de chaque pod. Donc par exemple, vous définissez votre microservice, vous le conteneurisez. Ce microservice peut être un point d'entrée pour une attaque. Vous pouvez indiquer que ce microservice ne pourra jamais être exécuté en mode root. Vous avez plein de sources d'informations qui vont vous indiquer quel est le niveau de vulnérabilité que le service possède. Éventuellement, vous prendrez vos décisions en âme et conscience. Vous avez aussi des outils qui vont vous permettre d'évaluer la sécurité globale de votre application. Alors généralement, c'est des outils payants. Là, j'ai mentionné Snike.io. Donc vous allez donner en fait vos fichiers de configuration de votre application Kubernetes. Et donc il va vous donner toutes les informations pertinentes et ce qu'il faut faire pour améliorer la sécurité de votre application. Kubernetes offre aussi des outils pour gérer les droits d'accès, donc en lien généralement par exemple avec un annuaire. Au niveau des tests, je l'avais mentionné tout à l'heure, on ne peut pas tester des microservices comme on teste une application. Là, il y a différents niveaux de tests possibles, donc au sein même du microservice et entre les microservices eux-mêmes. Que ce soit pour faire des tests unitaires ou des tests d'intégration, on a différents frameworks. Imaginons qu'on veuille tester l'application, enfin le microservice Movie Service ici. On peut simuler effectivement l'environnement du microservice, c'est-à-dire qu'on sait que le Movie Service, lui, il est connecté à un cache et il est connecté à un message queuing ici. Donc il n'est pas question d'utiliser la vraie base de données qu'on utilise en production. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir mimer finalement l'environnement de notre Movie Service. Alors pour ça, on a des frameworks comme Test Containers. Donc, Test Containers, ça va effectivement nous permettre de lancer des conteneurs spécifiquement pour les tests. Et donc nous permettre d'avoir des tests vraiment réalistes. Alors au niveau même du microservice, vous avez aussi parfois le besoin de simuler l'environnement d'une classe particulière, par exemple, d'une fonction particulière. Parce que il se peut que cet environnement ne soit pas directement disponible, ou alors pas disponible parce qu'il n'a pas été développé, ou alors parce qu'il est présent sur le réseau ailleurs. Et donc, dans ce cas-là, on a aussi besoin d'un framework qui va nous permettre de simuler cet environnement. Donc Mockito, c'est un outil qui va nous permettre effectivement pour une fonction, une classe donnée, de simuler tout son environnement.
Pour les autres aspects transverses, le projet Spring Cloud Config vous permet de définir un serveur qui va effectivement centraliser la configuration de différents microservices. Et alors Spring Cloud Config utilise Git, donc va permettre de versionner les différentes configurations. Donc aussi de permettre de revenir en arrière si quelque chose se produit mal. Et chose importante, Spring Cloud Config Server va vous permettre de reconfigurer à chaud l'ensemble des services, ce qui n'est absolument pas possible autrement. Sur les traces distribuées, idem, vous avez donc une solution qui s'appelle Zipkin, qui va vous permettre donc de récolter l'ensemble des traces et surtout, c'est la chose intéressante, de les mettre en correspondance. Donc d'écrire un scénario, effectivement, à partir des différentes traces produites par les microservices. Donc il sera capable de mettre en lien finalement des différents événements. Okay, donc ça c'est aussi pareil très intéressant quand on développe des applications sur la base de microservices. Sur le logging et monitoring, idem. Donc on a besoin de centraliser tout ce qui se passe donc au sein de notre application à travers les microservices. Là c'est pareil, on a des solutions de type Prometheus qui vont vous permettre d'agréger l'ensemble des événements. Okay. Et on va pouvoir combiner Prometheus avec d'autres outils comme Grafana par exemple pour visualiser ce qui se passe. Et éventuellement, en plus, d'appliquer des algos de machine learning pour faire de la détection de panne potentielle par exemple, ou d'attaque ou ce qu'on veut. D'accord ? Ça va contribuer effectivement à la maintenance préventive de notre système. Quand on développe notre application sur la base de microservices, je l'avais expliqué que chaque microservice va vivre sa vie. On va avoir différentes versions. Pour autant, l'application elle-même, dans son ensemble, doit être aussi versionnée. Ça va avoir, par exemple, si mon application globale de gestion de contenu multimédia, je dis que voilà, je définis ma version 0.1 comme étant la composition de ce service dans la version 1, de ce service dans la version 2, etc. etc. J'ai besoin d'un système de packaging, donc qui va me packager l'ensemble et qui va me permettre de versionner l'ensemble, donc de le voir comme un tout cohérent finalement. Et ça, c'est précisément ce qu'apporte une solution comme Helm, donc qui est une surcouche à Kubernetes, qui va vous permettre effectivement de versionner votre application, donc sur la base de microservices, et qui va vous permettre aussi de déployer plus rapidement votre application. Donc de le déployer comme un tout cohérent. Donc au lieu de déployer service par service, vous allez déployer l'application dans V01 et ça va déployer automatiquement tous les microservices dans les versions voulues. Alors de la même manière, il y a tout un écosystème d'images Helm qui existe. Donc vous allez voir sur artifacthub.io, donc qui vous propose des configurations de microservices prêtes à l'emploi. Dans les exemples de mise en œuvre, donc je vous cite ma propre expérience sur Ecolab. Ecolab, comme je vous l'ai dit, c'est 70% de reuse. La partie authentification est gérée par Keycloak. Ici, les différents graphes sont gérés par BlazeGraph et Xol. L'indexation est gérée par Elasticsearch. La visualisation est gérée par Kibana, etc. etc. Donc, vous voyez, on fait de la création de valeur par composition. Voilà, et on se focalise uniquement sur notre valeur ajoutée. Mon retour d'expérience, c'est que tous les outils que j'ai présentés et que j'ai mis en œuvre ici sont absolument très puissants et facilitent énormément la vie. Alors, il y a un ticket d'entrée, évidemment, mais ça vaut largement le coup. Et à partir du moment où vous êtes plus clair sur les concepts qui sont manipulés par ces outils, ça va être le ticket d'entrée sera moins onéreux. Donc là, effectivement, nous, on a une application qui est très scalable, qui est très sûre, et alors sur la demande de certains clients, qu'on a pu faire évoluer très très rapidement. Il y avait un client une année qui nous avait demandé d'intégrer de la gestion documentaire. Je suis juste allé faire mes courses sur le Docker Hub. J'ai pris un GED et je l'ai béné dans mon application. Ça m'a pris 2 heures.
Là où ça m'aurait pris peut-être des mois avant si j'avais pas ce type d'approche. Je rappelle que j'ai pas mal de formations en lien avec ce sujet. Donc, alors je forme sur la programmation réactive avec Reactor, que ce soit en Java ou en Kotlin. Sur le développement de microservices avec Micronaut, donc c'est un framework que je maîtrise très bien. Sur le projet Spring Cloud, alors je ne l'ai pas précisé, mais alors je vous invite à regarder aussi le projet Spring Cloud parce qu'il y a énormément de briques que je n'ai pas présentées ici, mais qui vous facilitent aussi la vie. Bon, à part Spring Cloud Config que j'ai présenté, mais il y a énormément de briques qui vous facilitent la vie dans l'implémentation, la réalisation d'applications sur la base de microservices. Forme sur Docker et les microservices. L'intérêt d'une présentation comme celle-là, ça permet de démystifier un petit peu. C'est pas forcément que c'est simple, mais c'est pas non plus aussi compliqué qu'il n'y paraît. Merci à vous, bon week-end et puis à la prochaine.